Merci beaucoup. Alors je suis effectivement pas du tout un acteur du monde viticole, je suis un scientifique physico-chimiste pour ma carrière au CNRS et effectivement j'ai été le patron de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain pendant 12 ans. Alors je ne suis pas complètement étranger au vin, d'abord parce que je suis un amateur, donc c'est un produit fantastique. Et puis, comme vous le verrez, je vais vous en parler un tout petit peu, au cours de ma carrière scientifique, je dirigeais un gros laboratoire du CNRS de physico-chimie sur Bordeaux, laboratoire, le centre Paul Pascal. Mais j'ai eu des interactions avec l'Institut d'œnologie, en particulier Yves Gloris, qui est à l'époque le spécialiste des vins rouges. Et on a eu un étudiant en commun, Cédric Saussier, qui est maintenant professeur d'œnologie à Montpellier, et je vous en parlerai un tout petit peu. Alors en fait, le propos de cette très brève conférence, c'est de reprendre ce que vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, beaucoup plus en détail sur le site du Collège de France ou pour ma leçon inaugurale sur YouTube, ce lien entre recherche fondamentale et innovation technologique, qui est un peu à l'origine, comme cela vient d'être expliqué, de ce type de conférence. Alors, je ne le fais pas du tout sur le domaine du vin, je l'ai fait sur des tas d'autres exemples. Les conférences sont toutes des conférences grand public, donc vous pouvez vous cultiver dans le domaine du verre, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du solaire et autres, où, en montrant des exemples, j'essaye de mettre en valeur ce lien entre cette recherche fondamentale qui est faite dans nos laboratoires, publics pour la plupart, et puis l'innovation technologique, celle dont la société a besoin, l'économie a besoin, les entreprises ont besoin. Et le vin, est, en particulier, la vigne et le vin, évidemment, un domaine très intéressant de ce point de vue-là. Alors, quelques éléments de départ. Alors, j'ai l'habitude, quand je fais une conférence, de partir sur quelque chose de très simple, que vous avez tous dans la poche, qui est un téléphone portable. Et je me suis posé la question de combien de découvertes faites par des prix Nobel contribuent à faire fonctionner le téléphone portable. Alors, ayant fait cet effort d'aller rechercher, j'ai trouvé qu'au moins 15 découvertes de prix Nobel permettent aujourd'hui de faire fonctionner le téléphone portable. Ça va évidemment de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui permet avec le GPS, où il faut faire cette correction relativiste pour définir proprement la position des objets. Évidemment, Albert Einstein, quand il a proposé cette théorie de la relativité, restreinte d'abord puis généralisée ensuite, il ne pensait pas que un jour ça servirait à réserver un restaurant dans une ville et le localiser. Donc voilà, ça va illustrer un peu mon propos. C'est une découverte fondamentale, c'est absolument une meilleure compréhension du monde, mais ce n'est en rien avec l'idée des applications qui en ont suivi. Donc, ces 15 découvertes, et il y en a probablement bien plus, et je n'ai compté que celles qui ont valu le prix Nobel à leurs auteurs, ça permet aujourd'hui de faire fonctionner cet objet qui est un objet fantastique, parce qu'il résulte de la convergence, et vous verrez que le mot convergence est un mot extrêmement important, la convergence entre l'ordinateur, Internet et la téléphonie. Et cet objet, c'est réellement la synthèse de ces trois grands domaines d'innovation importants. Alors, quelques éléments. J'utilise des termes que je définis avant parce qu'on met beaucoup de choses derrière ces termes qui, très souvent, entraînent de la confusion. Donc, j'ai une définition, elle m'est propre, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais si vous voulez comprendre mes propos, il faut que je définisse ces termes. Alors, pour moi, découverte, c'est les découvertes fondamentales. C'est celles qui servent à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Le but n'est pas, dans une découverte, autre que d'essayer d'expliquer et de comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure, que ce soit un monde biologique, chimique, physique ou autre. Les inventions, pour moi, ce sont des dispositifs techniques, et les inventions techniques, je parle essentiellement des inventions techniques, ce sont des dispositifs qui fonctionnent, qui marchent, qui servent à quelque chose ou qui servent à rien. Il y a des tas d'inventions. Dans ma conférence, je montre une petite vidéo d'une machine qui s'appelle The Ultimate Machine, qui est celle que un très grand inventeur et surtout découvreur au niveau fondamental a fait, et qui ne sert à rien, et qui est très intéressante parce que, en quelque sorte, elle pose la question de l'intelligence artificielle, mais j'en parlerai pas aujourd'hui.
Et puis l'innovation technologique, celle qui vous intéresse, celle qui intéresse quand même beaucoup l'économie, c'est une invention qui fonctionne et qui a trouvé son marché en quelque sorte. C'est-à-dire une invention qui est utilisée par vous, nous, des entreprises et qui correspond à un produit qui est acheté et vendu. Donc l'invention technologique, l'innovation technologique, pour moi, ce n'est pas quelque chose seulement de nouveau, c'est quelque chose de nouveau mais qui est utilisé et qui sert à quelque chose, que ce soit une innovation économique, dans le domaine économique ou évidemment social. Il y a des innovations qui ne sont pas forcément en quelque sorte commercialisées au sens propre du terme. Alors, quelques mots sur la théorie de l'innovation, parce que au niveau de l'économie, c'est intéressant de se replonger dans cette théorie, parce que les économistes, évidemment, ont beaucoup étudié ça. Et le pape, le premier à parler du rôle de l'innovation dans l'économie, c'est Schumpeter, qui s'est posé, qui est un économiste autrichien qui a fait ses travaux dans les années 30, 1930. C'est lui qui a montré, parce que c'est réellement une réalité, que l'innovation était une énorme source de croissance en économie, au sens de la croissance de la valeur, de la création de valeur dans le monde économique. Et c'est lui qui a fait la première théorie de l'innovation et qui a montré tout l'intérêt qu'il y avait d'innover pour amener de la croissance au monde économique. Alors son premier modèle, qu'en fait j'aime bien, c'est le modèle qu'on appelle le modèle de la boîte noire. Alors c'est un modèle économique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est de dire la chose suivante. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément vrai, mais qui a été oublié au fil du temps. Et oublié un peu à cause de lui, puisque vous verrez que son second modèle est un peu différent. Alors son premier modèle, c'est de dire seule l'innovation, au sens que je viens moi de définir, c'est-à-dire une invention qui fonctionne et qui est utilisée, vendue et accessible, seule l'innovation fait partie du monde économique. Le reste, c'est-à-dire ce que j'appelle des découvertes ou des inventions, c'est en dehors du monde économique, ça fait progresser le monde de la connaissance, et finalement, le passage de ces connaissances, que ce soit des inventions ou des découvertes, et le fait de les ramener dans le monde économique, c'est-à-dire dans l'innovation, ou de le transformer en innovation, eh bien, il a défini le vecteur qui faisait ce travail, d'aller piocher dans le monde des connaissances pour en faire une innovation technologique, eh bien, il l'a défini comme l'entrepreneur. Donc, dans ses travaux, l'entrepreneur, c'est la personne qui, en s'appuyant sur un réservoir de connaissances et de découvertes scientifiques et d'inventions, permet de mettre au point, de développer, de vendre et de commercialiser une innovation technologique. Alors c'est très intéressant parce qu'on est dans les années 20-30, on n'est pas du tout hier, on est avant-hier. Et je pense qu'il avait saisi l'essence de ce que je vais vous expliquer ensuite. Malheureusement, il a ensuite proposé un autre modèle, qui est le modèle qui est largement utilisé aujourd'hui, et qui, de mon point de vue, est faux, en tout cas je ne l'aime pas du tout. C'est le modèle linéaire, qui est un modèle où on dit finalement il y a une chaîne. Et puis dans cette chaîne, il y a d'abord de la recherche fondamentale qui permet de comprendre le monde qui nous entoure. Et puis il y a des gens qui font des inventions. Et puis ensuite, quand ces inventions, finalement, elles ont trouvé leur marché, elles fonctionnent, elles servent à quelque chose, et bien ça devient des innovations. Alors ça paraît logique, ça paraît simple, mais ce n'est pas du tout comme ça que les choses marchent. Et donc tout le propos de mes cours au Collège de France ont été de montrer que loin d'être un modèle linéaire, le mécanisme qui lie, parce qu'il y a un lien, la découverte fondamentale et l'innovation technologique, eh bien ce lien était beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué que dans le modèle linéaire. C'était des allers-retours constants. Et très souvent, je vais vous en montrer quelques exemples, ce sont des besoins d'innovation technologique qui créent de la recherche fondamentale, aussi bien que de la recherche fondamentale qui alimente les innovations technologiques. Voilà, c'est un peu le propos de mes cours. Alors pour ça, je prends quelques exemples, je vais vous en donner un ou deux rapides, et puis après on aura terminé, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le premier, c'est le début de l'ordinateur. Le début de l'ordinateur, c'est-à-dire quand on est au XVIIe siècle, Pascal, qui était donc un grand philosophe scientifique et qui a quelque part inscrit sa démarche et fondé la science qu'on peut appeler la science moderne, eh bien, Blaise Pascal, son père, à 19 ans, son père était superintendant, il faisait des comptes, des additions, des soustractions tout le temps, des multiplications et des divisions.
Et il a eu l'idée, et vous la connaissez puisque son nom est très célèbre, la pascaline, d'inventer, ça a donc commencé par une invention, d'inventer une machine à calculer mécanique. C'est-à-dire pour éviter les erreurs, au lieu de le faire avec son cerveau, le faisait par des moyens mécaniques. Et ça a été la pascaline. Alors c'est une invention. Elle n'a jamais été commercialisée ni vendue en grand exemplaire. Il y a une dizaine d'exemplaires qui ont été fabriqués. D'ailleurs, pour les gens qui ont l'occasion, il y en a dans différents musées. C'est absolument merveilleux de voir comment mécaniquement on peut faire ces opérations. Mais c'était une invention. Ce n'était pas une découverte fondamentale. On connaissait les mathématiques avant, les additions, les soustractions et le calcul. Ça n'a pas donné d'innovation. Ça aurait pu. D'ailleurs, il a pensé à un moment donné le commercialiser. Mais à l'époque, il était malade et il n'en a pas eu le courage. Voilà l'exemple d'une invention. Mais c'est une invention très importante, parce qu'ensuite, elle a été à la base, évidemment, de bien d'autres choses. Donc le calcul, une machine à calcul mécanique. Et puis, il y a une autre invention qui, elle, est devenue une innovation dans un domaine complètement différent, qui est le métier jacquard. Donc à Lyon, les tisserands. Jacquard, pour essentiellement sauver le travail des enfants et essayer d'éviter aux enfants qui étaient impliqués dans ces métiers à tisser, de façon d'ailleurs un peu dangereuse, il a pensé à fabriquer un métier complètement automatique, mais surtout programmable. C'est-à-dire que les dessins de ce métier à tisser, on pouvait les programmer avec des bandes de papier dans lesquelles on faisait des trous. C'était déjà les 0 et les 1. On fait un trou ou pas de trou. Et ce métier jacquard, qui était un métier à tisser programmable, était une véritable révolution. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ça a donné un peu de contestation à l'époque. Donc là, on est au tout début du XIXe siècle, et l'ordinateur est né de la convergence, je réutilise le mot convergence, entre la machine à calculer automatique, mécanique, qui n'est pas programmable, de Pascal, et une machine qui fait des tissus, des dessins sur des tissus programmables de Jacquard. Et la personne qui a synthétisé cette convergence, c'est un Anglais, Lord Babbage, qui était professeur de mathématiques à Cambridge, membre de la Royal Society, et qui a eu l'idée de faire une machine à calculer mécanique programmable, en utilisant ces deux technologies, la machine mécanique de type Blaise Pascal, pour faire le calcul, et la programmation, en quelque sorte, de type Jacquard, avec des bandes de papier, avec des trous et pas de trous. Et alors, la beauté de cette histoire, c'est que c'est une femme qui a amené la partie la plus fondamentale de cette œuvre. Parce que vous savez évidemment tous qu'aujourd'hui, un ordinateur, c'est bien sûr une machine qui fait des calculs, qui est programmable, mais il a fallu créer une nouvelle science, au sens science fondamentale, qui est en quelque sorte l'algorithmique, ou la science informatique, ou la science de la programmation, vous l'appelez comme vous voulez, qui est une véritable science fondamentale qu'il a fallu développer pour programmer ces ordinateurs. Et l'histoire d'Ada Lovelace, qui est absolument fantastique, c'est que c'est cette femme qui en fait était elle-même la convergence, bien sûr, de ses parents, mais ses parents étaient très très différents. Son père, c'était Lord Byron, un Anglais poète et assez déjanté à l'époque, et sa mère qui était plutôt rigoureuse, qui aimait bien les mathématiques. Alors, Ada n'a jamais vraiment connu ses parents parce que son père est parti 3-4 mois après sa naissance, mais sa mère était inquiète que son père ne lui ait laissé des gènes, et le fait est que son père lui a laissé des gènes, et elle voulait combattre le caractère un peu erratique de son père, et elle lui a fait enseigner les mathématiques en pensant que ça lui donnerait de la rigueur. Et Ada Lovelace, elle a eu à la fois le côté créatif et ouvert de son père et le côté rigoureux et l'enseignement mathématique de sa mère. Et s'intéressant, c'est une longue histoire, mais je vais la faire extrêmement courte, s'intéressant aux travaux de Lord Babbage, par hasard, elle était partie de la bonne société, elle était au courant, et comme elle était passionnée de mathématiques, elle s'y est intéressée, a en quelque sorte inventé les premiers programmes d'ordinateur. Elle a compris des choses essentielles dans une note qui est restée très très célèbre. Dans cette note, elle a compris qu'il fallait premièrement inventer une nouvelle forme de mathématiques qui allait devenir l'algorithmique. Comment, avec des 0 et des 1, peut-on commander un ordinateur ? Mais elle a aussi compris, et ça a été un de ses apports importants, parce que c'était assez fulgurant à l'époque, puisque la machine n'existait pas, que l'on pourrait traiter tous les problèmes qui peuvent se présenter sous forme de symboles
par un ordinateur, ce qui ne s'appelait pas à l'époque un ordinateur. Autrement dit, ça ne servirait pas seulement à faire du calcul, mais on pourrait traiter de la musique, traiter des images avec des ordinateurs, ce qui nous paraît évident aujourd'hui. Elle, au milieu du XIXe siècle, alors que ces machines n'existaient pas, elle a expliqué d'un point de vue mathématique qu'on allait pouvoir manipuler des images, manipuler de la musique et bien d'autres choses. Chaque fois qu'on arriverait à mettre ça sous forme symbolique, on pourra le calculer et en faire un objet programmable. Voilà. Et ça, c'est une partie très fondamentale. Donc voilà un exemple où, partant d'une invention et d'une innovation, on a créé de la recherche fondamentale, et pas la moindre, puisque ça a donné ce que l'on appelle maintenant les sciences de l'informatique. Bon, alors, j'ai pris les 2 derniers exemples, je suis allé chercher un peu dans votre monde à vous, pour vous montrer comment une invention peut être inventée quelque part, mais devenir une innovation ailleurs. Je vous ai parlé du métier jacquard qui sert aux ordinateurs, mais évidemment, dans le vin, vous avez tous appris, vous savez tous que Pasteur, à qui on avait demandé, l'État avait demandé de s'occuper des problèmes de vigne, parce qu'à cette époque, le vin était de très mauvaise qualité et on voyait le marché du vin en France s'écrouler. Donc on avait demandé à Pasteur de s'y intéresser pour améliorer, il n'était pas le seul, et il a inventé, entre autres, il a fait des tas d'autres choses dans le vin, enfin, entre autres, la pasteurisation. De façon intéressante, la pasteurisation n'était pas réellement adaptée au vin parce qu'elle tuait tous les mêmes micro-organismes et comme vous le savez, il faut garder certains types de micro-organismes, il y a les bons et les mauvais, pour évidemment transformer de façon efficace le produit de la vigne en vin. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, un peu plus tard, ça a été appliqué sous forme d'une innovation importante, la pasteurisation, alors à la bière d'abord, puis au lait, puis évidemment à tas d'autres produits, par Soxhley, qui l'a de façon systématique utilisé cette méthode dans d'autres domaines. Un autre exemple évidemment bien connu, et que j'aime beaucoup parce qu'il est bordelais, c'est la bouteille en verre qui existait depuis... Alors le verre, je ne vais pas vous raconter, là il me faudrait des heures, mais c'est passionnant l'histoire du verre. Mais la bouteille en verre qui existait déjà au temps des Romains, on va dire, qui n'était d'ailleurs pas utilisée comme carafe pour le vin. Et c'est, comme vous le savez, ici, enfin, les Anglais et les Bordelais, qui en quelque sorte se sont aperçus qu'en mettant du vin en bouteille, on pouvait améliorer sa qualité en fonction du temps, sans détériorer son essence, qui est évidemment les flaveurs et sa spécificité. Donc c'est sur la vigne de Haut-Brion que les Anglais ont pour les premières fois eu l'idée de fabriquer des bouteilles dans lesquelles on mettait le vin et on le laissait vieillir, avec évidemment tout ce que ça a donné dans le domaine du vin. Voilà. Alors, je terminerai simplement pour revenir à Cédric Saussier, qui est cet étudiant en commun que j'avais eu avec Yves Glory à l'époque, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, 20 ou 25 ans. Il a fait une conférence il n'y a pas très longtemps, donc comme je lui ai dit que j'allais intervenir ici, je lui ai dit de m'envoyer ses slides. Et ce que j'ai trouvé dans ces slides, c'est quelque chose de très intéressant. C'est tout l'apport de la chimie analytique. Le monde de la chimie analytique, là encore, ça serait trop long de vous l'expliquer, mais c'est un monde qui a fait des progrès absolument fantastiques. D'ailleurs, qui vous nuit un peu, et qui nous nuise un peu. Parce que la chimie analytique fait tellement de progrès qu'on arrive maintenant à mesurer des traces extrêmement faibles de produits chimiques, et si on ne donne pas leur concentration, on trouve à peu près toutes les molécules n'importe où. Et vous entendez dans les médias les conséquences, on dit qu'on vous a retrouvé du glyphosate sans en donner la concentration. Bien sûr, à partir du moment où les méthodes de détection vont tomber à détecter la molécule, eh bien on peut évidemment trouver des molécules un peu partout sans pour autant que leur dose soit suffisante pour nuire ni à la santé ni à la qualité du produit. Voilà. En tout cas, cette chimie analytique qui a fait des progrès fantastiques, elle est utilisée dans les vignes et dans le vin tous les jours de plus en plus pour contrôler, mesurer, aider à la conception et à la réalisation de ce produit merveilleux. Voilà, alors juste un point, parmi ces progrès, il y a celui, alors ça c'était la thèse de Cédric Saussier, où on avait travaillé sur la stabilité des tanins liés aux polysaccharides dans le vin. J'ai découvert un peu ce monde-là. Moi, je suis ce qu'on appelle un physico-chimiste de la matière molle, c'est-à-dire les colloïdes, les cristaux liquides, les polymères, etc. Et le vin est un merveilleux mélange où il y a des colloïdes, des polymères, et tout ça fonctionne bien ensemble.
Et les tanins en particulier sont stabilisés par des polysaccharides, ce qui permet effectivement de les garder en suspension parce que c'est des petits objets colloïdaux. Ce n'est pas des molécules complètement indépendantes. En tout cas, elles se transforment en se polymérisant lentement de molécules indépendantes, les polyphénols, et s'agrègent entre elles pour faire des petits objets colloïdaux. Voilà, alors tout ça pour vous dire que finalement mon propos, c'est d'illustrer le fait que loin d'être un modèle linéaire, l'économie en quelque sorte de l'innovation, le lien entre la recherche fondamentale et l'innovation technologique, ce sont des allers-retours constants qui de temps en temps sont tirés par les besoins d'innovation, de temps en temps sont tirés par les découvertes scientifiques. Et ce qui est important, c'est de comprendre que le monde de la découverte scientifique est un monde de connaissances, qu'il ne faut pas s'attacher à innover quand on fait de la recherche fondamentale, mais il faut s'attacher à comprendre le monde qui nous entoure, que le monde de l'innovation, c'est un monde qui est essentiellement tiré par les besoins du marché ou les besoins sociétaux, c'est-à-dire qui répond à un besoin, et on cherche une solution. Les deux ont un énorme progrès à faire de contact entre les deux mondes, mais il faut accepter que ce contact se fasse en parallèle, pas de façon hiérarchique, pas par une relation de causalité. Ce n'est pas en cherchant la recherche fondamentale utile à l'innovation qu'on fait mieux la recherche fondamentale et mieux l'innovation. C'est au contraire dans un système où les deux se suivent de façon parallèle, mais sont connectés à tous les moments, ensemble, au niveau des problèmes, au niveau des solutions et surtout au niveau de la compréhension du monde et du besoin de l'innovation et de la compréhension du monde et des connaissances liées aux découvertes fondamentales et à la recherche publique en général. Voilà, je vous remercie et je resterai avec vous toute la matinée parce que je suis curieux de voir le type de problème sur lequel vous travaillez. Merci beaucoup.